Il y a 4 semaines, Candace Owens a secoué la toile avec l'épisode 4 de sa série explosive Becoming Brigitte. Un épisode qui annonçait rien de moins que l'effondrement du gouvernement français sous François Bayrou, présenté comme une diversion destinée à cacher une vérité bien plus sombre. Selon elle, Emmanuel Macron aurait envisagé d'abandonner le navire face à un scandale que nul ne peut contenir. Un scandale dont la clé se trouve non pas dans les couloirs de l'Élysée, mais dans l'histoire trouble d'un homme, Jean-Michel Trogneux. Candace commence par un détail frappant, la démarche et la posture de Brigitte Macron. Chaque geste, chaque mouvement trahit une discipline qui ne correspond pas à l'image d'une professeure de lettres, mais à celle d'un corps façonné par des années de rigueur militaire. Les épaules carrées, les mains fermes, les jambes écartées au pas, un héritage physique qui pointerait vers une autre identité. Et ce nom revient sans cesse, Jean-Michel Trogneux, ce frère disparu des registres, ce fantôme dont les traces s'effacent mystérieusement à partir de la fin des années 60. Qui était vraiment Jean-Michel Trogneux? Dans Becoming Brigitte, le livre de Xavier Poussard, apparaissent des incohérences, des absences dans les registres scolaires, une disparition soudaine après un passage en Rhénanie et un trou noir biographique. Poussard cite même une confidence attribuée à Brigitte Macron. Elle aurait vécu l'alunissage américain en direct depuis les États-Unis. Mais si Brigitte n'était pas encore Brigitte, alors qui était cet adolescent vivant en Amérique? Jean-Michel lui-même? Candace insiste, cette contradiction est centrale. Une vie aux États-Unis, pile au moment où les programmes de contrôle mental et les expériences de Stanford démarrent. Candace dévoile ensuite une archive maritime de 1961. Un procès mentionne un certain Jean-Michel Trogneux, employé comme oiler à bord du MS Michigan, un navire transportant un objet étrange, un aimant de 3600 kg, un aimant militaire expédié vers la Californie à l'heure où la CIA et l'UCLA s'enfonçaient dans les recherches sur le contrôle mental. Le capitaine du navire, Guy Chopin, reste un fantôme lui aussi, né en 1910, mort en 1994, sans autre trace que 2 photos anonymes. Mais la question reste entière. Que faisait un aimant militaire de plusieurs tonnes sur un cargo civil en 1961? La réponse se trouve dans les programmes secrets américains. Au début des années 60, la CIA pilote MK-Ultra, un vaste programme d'expérimentation psychologique et chimique pour briser la volonté humaine. Et un projet annexe attire particulièrement l'attention, le projet 119 supervisé à l'UCLA. 2 médecins y testent l'effet des champs magnétiques et des basses fréquences sur le cerveau humain. Leur hypothèse que l'esprit humain peut être reprogrammé par exposition prolongée à de puissants aimants. Nous sommes dans les années les plus sombres de la psychologie expérimentale, celle où l'idée de manipuler les ondes cérébrales n'était pas de la science-fiction, mais une ligne budgétaire secrète. Candace relie tout cela, l'aimant du MS Michigan, le nom Trogneux dans l'équipage et le transfert vers la Californie. En 1971, Philippe Zimbardo lance sa célèbre expérience dans le sous-sol de l'université Stanford. Des étudiants deviennent gardiens et prisonniers et en quelques jours, la cruauté prend le dessus. Mais Candace insiste, l'expérience n'est pas seulement psychologique, elle est théâtrale. Car certains participants ne sont pas des étudiants mais des infiltrés. Parmi eux, le prisonnier 2093, un homme plus âgé, accent étranger, posture militaire, peu d'archives, peu d'informations, un sans-abri dit-on, vivant dans sa voiture. Une visite d'un faux père accentue encore le mystère, le récit ne colle pas. Candace avance que ce 2093 pourrait être Jean-Michel Trogneux. Zimbardo lui-même l'avouera plus tard, il voulait démontrer que l'homme ordinaire peut devenir un bourreau, comme durant l'Holocauste. Mais Candace souligne, il le présentait comme un drame, presque comme une pièce de théâtre. Elle rappelle le nom de certains prisonniers, Doug Corpy, 8612. Et ces numéros ne sont pas anodins. 8612 correspond à la base de Long Beach, 416 au bataillon 6 bis du Vietnam, 4325 à Moffett Field, base d'aviation. Et puis, il y a ce fameux numéro 2093. Candace découvre qu'il ne renvoie pas à un simple matricule d'étudiant, mais bien à une unité militaire. Plus surprenant encore, cette unité n'était pas américaine, mais française. 2093, c'est le code d'une mission stationnée sur l'île de Clippertown. Ce minuscule atoll perdu dans le Pacifique. Officiellement, Clippertown appartient à la France depuis 1931. Mais entre 1966 et 1970, l'armée française y a maintenu une présence discrète, presque fantomatique. Des transmissions radio, des essais techniques, des navires militaires de passage, mais aucune trace claire de ce qui s'y déroulait réellement.
Et c'est justement cette opacité qui intrigue. Pourquoi associer un prisonnier de Stanford à un code militaire français situé sur la seule île française du Pacifique Nord, à l'époque même où la CIA menait MK Ultra? Tout indique qu'à Clippertown, l'armée française était bien là, mais pas seule. Les Américains avaient accès à l'île sans reconnaissance officielle. Alors, 2093, simple hasard, ou clé d'une coopération secrète franco-américaine. Parmi les gardiens, un nom revient, Chuck Burton. Derrière son anonymat d'étudiant se cache une lignée reliée par alliance au réseau bancaire Rothschild. Pourquoi un héritier dans une pseudo-expérimentation universitaire? Parce que le contrôle psychologique est toujours lié à la finance. Candace insiste, l'argent, la dette, les guerres, tout se relie à ce théâtre expérimental. De 1959 à 1969, Charles de Gaulle s'oppose aux États-Unis. Il exige que la dette américaine soit payée en or, pas en dollars. Richard Nixon encaisse mal cette humiliation. En 1971, il rompt avec l'étalon or. La même année, de Gaulle est parti, remplacé par Georges Pompidou, ancien de la banque Rothschild. Et coïncidence, c'est aussi l'année de l'expérience de Stanford et du rapatriement de l'or français. Mais nul ne sait quel navire de guerre escortait cet or. Silence complet. Alors, où est passé l'or? Candace suggère qu'il faut chercher la réponse du côté de ceux qui contrôlaient la finance mondiale. Je ne sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, j'ai le moment où Donald Trump était dans le bureau ovale avec Emmanuel Macron et qu'il expliquait qu'il voulait aller faire un audit à Fort Knox parce qu'il avait peur que l'or américain soit volé. Et Emmanuel Macron semblait plutôt embarrassé. On peut reprendre. Pendant ce temps, la Corée et le Vietnam servent de laboratoire militaire et financier. Les guerres se financent non pas par l'or, mais par la dette. De Gaulle voulait l'or comme limite. Richard Nixon choisit l'endettement perpétuel. Et depuis, nous vivons dans une spirale sans fin, où chaque crise appelle une dette plus grande encore. Un empire invisible basé sur la dette et la manipulation. Candace Owens termine avec une question qui glace le sang. Sommes-nous en train de parler d'une première dame ou de l'ombre d'un frère disparu impliqué dans une opération militaire vieille de 60 ans? Un aimant de 3600 kilos, un navire fantôme, un prisonnier 2093, un or introuvable et une dette sans fin. Le puzzle n'est pas terminé, mais une chose est certaine, la vérité finira par éclater. Et surtout n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.